sais pas par où commencer, j'ai tellement de choses à dire. Alors j'ai 104 ans. Je vous le dis, c'est pas très intéressant, mais c'est pour que vous compreniez mieux la suite et même le début. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 100 ans? Ça veut dire que quand j'étais petite, j'ai vu l'avenue du Bois, elle s'appelait comme ça, de l'Arc de Triomphe, elle allait être au Bois, donc elle s'appelait l'avenue du Bois. C'est l'avenue Foch actuellement. Elle était remplie de fiacres. J'ai vu ça, pas très longtemps. Dans les restaurants et partout, les prix n'étaient pas indiqués. Il fallait entrer dans un restaurant et là, il fallait demander quel était le prix, le menu. Et on vous disait 3 francs ou 5 francs ou je sais pas trop quoi. On disait c'est trop cher et on s'en va. Si on avait assez de culot, la plupart du temps, les gens restaient parce qu'ils étaient accompagnés d'une dame. Ils ne voulaient pas avoir l'air d'être un peu rat. Alors, il faut aussi dire que quand j'ai commencé à être en classe, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, bien sûr, mais un peu plus tard, je me suis rendu compte que tous mes professeurs, qui étaient des femmes, et étant donné que les hommes étaient en partie décédés à la guerre, toutes mes professeurs étaient des veuves ou des demoiselles qui n'étaient pas encore mariées au moment de la guerre, et après il y avait tellement d'hommes qui manquaient qu'il y avait très peu de possibilités. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ensuite, il y a eu en 1929, vous avez appris ça en histoire, la grande guerre, la grande crise qui a débuté à New York et qui est arrivée, tout le monde s'est suicidé là-bas, n'est-ce pas? Ensuite, c'est arrivé petit à petit sur cette période des années 30. Ça a beaucoup influencé sur beaucoup, dans les familles, dans le scoutisme et partout. Ensuite, il y a eu la montée du nazisme. À ce propos, Violette Mouchon, qui était une des premières fondatrices, dont nous allons parler sûrement plusieurs fois, est allée en Allemagne, je ne me rappelle plus en quelle année, peut-être en 37 ou 38. Et il paraît, je ne l'ai pas entendu directement, qu'elle est revenue anéantie et catastrophée, parce qu'elle a vu des grands rassemblements de jeunesse qui étaient complètement embrigadés. Elle était très consciente de ce qui allait se passer et elle a alerté toutes ses petites copines du comité national des éclaireuses. Mais j'ai vérifié après, dans les années suivantes, rien n'a transpiré dans le trèfle qui était le journal des cheftaines. Je pense que c'était très difficile d'alerter toutes les cheftaines de l'inquiétude énorme, peut-être de l'angoisse qu'elle avait ressentie, et pourtant elle sentait très bien qu'il fallait prévenir toutes les cheftaines responsables d'unités, de petites ailes d'éclaireuses, qu'il fallait préparer les filles à ce qui allait arriver, qu'elles ne pouvaient pas imaginer. C'était impossible d'imaginer. Après, il y a eu ce qu'on appelle la drôle de guerre, 39-40. Là, je peux vous dire, parce que j'étais quand même une petite adulte, qu'il y avait beaucoup de scouts, éclaireurs, éclaireuses, scouts, guides, qui étaient impliqués dans des activités que je dirais sociales, éducatives, etc., pour encadrer des enfants. Ça a été une période très intense. La période 40-42, il y avait ce qu'on appelle les 2 zones. C'était institué par l'occupant et qui séparait la France en 2, la zone nord et la zone sud. Mais au début, on disait la zone occupée au nord, Paris et une grande bande qui allait jusqu'à Bordeaux-Biarritz. Et puis, il y avait une 3e zone dont on parlait très peu, mais qui a été très importante, une toute petite zone
autour de l'île et de la frontière avec la Belgique. Et c'était très difficile de passer là. Tandis que ce n'était pas trop difficile de passer d'une zone à l'autre avec un petit peu d'astuce, de courage, de chance et tout ce que vous voulez. Et la période 42-44 était encore plus difficile que la première parce que l'occupant a supprimé cette fameuse zone. Elle ne s'appelait plus zone occupée et zone libre, étant donné qu'ils ont envahi la France complètement. Donc toutes les personnes qui, pour différentes raisons, entre autres les VI chez nous, étaient réfugiées dans la zone libre, elles sont devenues au même titre que si elles étaient restées dans le Nord. Le scoutisme dans l'ensemble était interdit immédiatement dès 1940. Naturellement, on a continué à faire du scoutisme. Je me souviens de camps où on levait les couleurs, on disait le drapeau autrefois, et puis on chantait, ou je ne sais plus si on chantait, et puis tout de suite après, on roulait le drapeau et on le cachait, pour si jamais il y avait quelqu'un qui viendrait voir le camp. Notez que si vraiment l'occupant avait voulu nous interdire plus, il l'aurait fait durement, donc on n'était peut-être pas très important pour eux. Un grand nombre de cheftaines ont fait de la résistance. Je ne vous apprends rien, vous en connaissez sûrement. Je pense que j'en ai connu énormément. Je vais vous en citer quelques-unes. Je ne connais pas les garçons, rien que les filles, et encore. Et je pense que j'en oublie énormément. J'ai seulement couché quelques noms auxquels j'ai pensé cet après-midi avant de venir. Violette Mouchon, Isor Luzet, Adélaïde Oval, Jacqueline Bricat, Léon Malfont, Anise Girard, Claire Girard, Denise Gastinel, Madeleine Fonlu, Kiki Mathieu, etc. Je pense qu'il y en avait des centaines. Il y a différentes manières de faire de la résistance. De 40 à 44, c'était donc l'occupation. Je peux vous dire que les trains étaient rares, ils étaient bondés. J'ai fait des voyages de plusieurs heures dans des compartiments. Vous savez, autrefois, il y avait des compartiments avec 2 banquettes, 4 et 4, on était 8. Dans les premières, mais je ne connaissais pas les premières, il y avait 3 et 3, 6, on était plus au large. Quand on a de l'argent, on est large. Alors moi, j'étais toute maigre. Et les trains étaient donc bondés dans ces compartiments. J'ai fait des voyages où on était 13 au lieu de 8, c'est-à-dire que beaucoup étaient debout ou sur les genoux les uns des autres. Je me souviens à ce propos, j'essaye de vous dépeindre les difficultés d'une époque dont vous avez entendu parler. Je vois qu'ici beaucoup de gens sont très jeunes dans l'ensemble, donc c'est plutôt vos arrière-grands-parents qui ont vécu ça. J'ai fait partie je pense que c'était en 40, je ne me rappelle plus, 45 ou 46, vous en fichez. C'était à Pâques, il faisait horriblement froid. J'ai pris le train à Paris et je devais, avec 4 autres, aller dans un petit patelin de Bretagne d'Ille-et-Vilaine qui s'appelait Bocquehaut. Il fallait changer à Rennes. Donc, j'ai fait Paris-Rennes et ensuite Rennes-Bocquehaut. Et au retour, le contraire. J'ai donc pris 4 fois le train. Et les 4 fois, les trains étaient tellement bondés que je n'ai jamais pris la portière. Je suis toujours passée par les fenêtres, ainsi que les autres. Les autres étaient plus grandes, plus costaudes, plus tout ce que vous voulez, et moi j'étais petite, maigre, etc. Je passais toujours la dernière, et comme il n'y avait plus personne pour m'aider, c'était le chef de gare qui me faisait le... Voilà. Une autre fois, c'était en 43,
peu importe. C'était à peu près, je pense, au moment de la Toussaint, il devait y avoir 3-4 jours, et là, la FFE, qui était pour des raisons complètement, qui n'avaient rien à voir avec la politique, avait son bureau, comment on appelle ça, le siège social, installé à Vichy, parce qu'une cheftaine éclaireuse avait sa famille qui possédait plusieurs petites maisons, villas, etc., y compris l'hôtel du Parc où habitait comment il s'appelait, le maréchal Pétain. Donc on m'avait dit, je ne sais plus, Violette Mouchon peut-être, je ne sais plus qui, m'avait dit, Pinocchio, il faut que tu viennes, il y a une période de 3-4 jours de, je ne sais pas quoi, un peu formation, vous savez, un peu pour voir un peu ce que les gens peuvent faire, quelles responsabilités on peut leur donner. Alors j'ai pris, en sortant de mon travail, un vendredi soir, j'ai pris le train gare de Lyon, je crois, oui, gare de Lyon, et le train était bondé, et moi je voulais prendre le train. Il devait être 7 heures du soir, peut-être quelque chose comme ça. Ou 8 heures peut-être. Et comme il était bondé, j'ai vu un compartiment où il y avait l'air encore d'avoir 2 ou 3 marches. Il y avait 3 marches, vous vous rappelez, dans les vieux wagons, il y avait 3 marches. Donc il y avait quelqu'un sur la première marche qui pouvait presque être dans le couloir. Et quelqu'un qui était sur la marche en dessous, la deuxième. Et puis la troisième, à ras du trottoir, c'était la mienne. J'ai donc démarré de la gare de Lyon sur cette première marche. Et je me suis cramponnée comme ça aux 2 rampes. Et le train est parti. Mais ce n'était pas comme maintenant, le TGV, au bout de 300 mètres, il a déjà sa vitesse de croisière. Et là, il démarrait très, très, très lentement. Ça fait que quand je suis arrivée à peu près à la hauteur de Villeneuve-Saint-Georges, j'ai regardé sur la carte, je crois que ça fait environ 25 km, quelque chose comme ça. Eh bien, j'étais sur la 3e marche, et puis j'ai entendu quelqu'un en haut qui disait « Elle est toujours là !» Alors le gars qui était à la 2e marche s'est retourné, il a dit « Oui !» Et je n'invente rien, c'est vrai. Et alors, le gars d'en haut qui était dans le couloir, il ne pouvait pas aller plus loin, il a dit, alors, il faut se tasser. Et ils sont tous tassés comme ça. Et dans un train, quand il a démarré déjà depuis quelque temps, il y a un petit peu de place. Ça fait que celui qui était sur la première marche tout en haut, il a pu entrer. La 2e marche est entrée un peu, et moi, mais quelle chance! De la 3e marche, je l'ai quittée avec bonheur. Je suis arrivée sur la 2e marche, et ensuite sur la 1re. Et après, je ne sais plus, et je me suis retrouvée tout de suite à gauche, où il y avait le WC. Mais dans le WC, il y avait bien un siège, mais il n'était pas pour moi. On était 9 là-dedans. Donc vous ne saviez pas en venant ici que je vous parlerais de WC. Alors, il y avait des hommes et des femmes. Il y avait un petit lavabo minuscule. Alors en me hissant, j'avais une demi-fesse sur le lavabo et les jambes pendantes. Et naturellement, ce n'était pas très confortable. Alors au bout d'une demi-heure ou 1 heure, je redescendais et j'étais recroquevillée avec la petite cuvette au-dessus de moi. Et ensuite, je refaisais le grand truc et ensuite le petit. Et à la fin, je suis arrivée à Vichy, où une FFE m'attendait, heureusement, parce que je crois qu'il était 1h du matin. Et après, le petit camp, enfin, s'est déroulé. Et je crois que c'est à ce moment-là, mais j'ai compris ça 1 an après, qu'on m'a repéré, on voulait voir qui j'étais, comment j'étais, de quoi j'étais capable, etc. Je ne me rappelle plus tout ce qu'on a fait. C'était pas un camp, c'était... on réunissait les gens qui étaient dispersés dans tous ces petits hôtels qui appartenaient à une FFE qui était ensuite aux EDF et qui avait épousé le chef, et elle s'appelait Elisabeth Rissler, qui a épousé comment il s'appelait ? Pierre François. Voilà.
Et alors, à peu près un an après, eh bien, c'est devenu que on m'a demandé d'être cheftaine, comment ça s'appelait, commissaire national des petites ailes. Alors, j'ai eu une demande de la section neutre, et j'ai dit, ah bon, ben, je vais réfléchir. Et puis le lendemain ou la veille, je ne me rappelle plus, la même chose, des unionistes. Les deux postes des petites ailes étaient à pourvoir. Hein. Je ne parle pas des EI parce qu'il y avait, elles étaient chapeautées par une commissaire nationale qui avait les 3 branches réunies. Alors j'ai beaucoup hésité, je venais des élus, et puis il y avait des tas de choses qui n'allaient pas, qui n'étaient pas très, comment dirais-je, qui ne m'intéressaient pas, et j'ai fini par opter pour les neutres. Donc j'ai été la moitié de ma vie active dans le scoutisme, chez les EU, et une autre partie, nettement plus longue d'ailleurs, chez les EN. Il y a bien d'autres choses à vous dire pour vous faire un tableau de cette période que j'ai donc vécue, mais enfin c'était pour vous situer que le scoutisme n'a pas toujours eu la vie facile. Alors maintenant, je vais brièvement vous dire, je suis entrée au PA, aux petites ailes, on disait toujours les PA, on disait jamais petites ailes, ça faisait un petit peu gnangnan. Mais vous savez, celles qui ont créé la FFE, dont on vous a parlé, elles seraient très gnangnan maintenant. Elles n'étaient pas très modernes, mais pour leur époque, elles étaient sûrement extrêmement modernes. Donc je suis entrée au PA un certain jeudi de mars 1928, je m'en souviens très bien. Et je me souviens encore de plusieurs prénoms et noms de petites filles. Elles s'appelaient Lucienne, Suzette, et gna gna gna. Alors j'étais aux éclaireuses en 1930 à peu près. J'ai été cheftaine de 35 à 39. Après, j'ai fait autre chose. Et ensuite, c'est après la guerre qu'on m'a demandé de prendre les PA à la tête. Ce qui m'a valu de sillonner toute la France, d'aller en Afrique du Nord où il y avait beaucoup d'éclaireuses, en Algérie, en Tunisie, au Maroc. J'ai fait des camps internationaux pour représenter les PA en Hollande. J'ai fait des tas de choses de ce genre-là, un peu partout. Voilà. Alors après, qu'est-ce que je veux encore vous dire qui peut vous intéresser? Moi, tout m'intéresse, mais pas vous. Alors, la FFE, les éclaireuses existaient déjà depuis presque 10 ans, quand il y a eu ce fameux congrès d'Épinal, où on a réuni et créé ce qu'on a appelé à tort une fédération, 1931. C'était pas une... 21, pardon. Si vous ne m'interrompez pas quand je fais des fautes, il faut... ça va pas. Et, oui, merci. Donc, c'était pas une fédération, car une fédération, c'est fédère des associations. Il aurait fallu que les U, les N et les I soient chacune une association pour que ça fasse une fédération. Mais on avait déjà déposé les statuts et donc on a continué à dire à tort une fédération. 10 ans après, en 1931, on a voulu fêter les 10 ans de la FFE. Vous vous rendez compte, 10 ans, ça nous semblait énorme. Alors 10 ans, c'est rien du tout. Il y a eu une vente, je me souviens que ma mère tenait un comptoir de vente, et alors, avec une autre dame, elles ont vu que leurs filles étaient toutes les deux dans le même groupe, et ma mère, délicatement, a voulu biaiser, au lieu de dire comment s'appelle votre fille, quel est son nom, elle a dit « Et comment s'appelle votre fille ?» Et l'autre mère a répondu « Elle s'appelle Wistiti. » Alors, ma mère était très renseignée après ça. Elle est revenue en disant « Tu as une camarade qui s'appelle Wistiti ?» J'ai dit « Oui, elle s'appelle Adrienne machin truc. » Alors, j'ai envie de vous parler de la libération, parce que pour le scoutisme, ça a été absolument formidable. Et en 1945, je crois, il y a eu un énorme défilé depuis l'Arc de Triomphe
jusqu'à la Concorde. Il y avait une grande tribune. Pardon? On a des photos de ce défilé qui vont circuler. Vous ne pouvez pas imaginer ça parce que maintenant, aujourd'hui, quand vous parlez du scoutisme ou des éclaireuses, les gens ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que c'est. Mais à cette époque, c'était très important. Je ne peux pas vous dire combien c'était de milliers, je ne me rappelle pas. Je n'ai pas défilé, parce que comme j'étais commissaire national, j'avais le droit à la tribune, comme Macron actuellement. Alors, naturellement, il y avait énormément de garçons, un petit peu moins de filles. Et dans les filles, c'est tombé plus bas, mais ça lui arrive 1000 fois par jour. Alors, parmi les filles, il y avait naturellement les EU, les EL, etc. Et il y avait un petit groupe minuscule qui est arrivé de l'Arc de Triomphe. C'était les EI. Elles étaient minuscules, il y en avait une petite poignée. C'était terrible. Terriblement poignant. Il faut que je m'arrête parce que j'ai trop de choses à vous dire. Alors le scoutisme, c'est le bonheur d'être cheftaine, c'est merveilleux. Quand on est cheftaine, on peut tout faire avec ses gosses à condition que ça soit éducatif. Vous pouvez tout faire. Et donc, on pouvait tout le temps créer ou améliorer ou transformer pour que ça soit adapté. Le scoutisme nous a apporté sûrement des amitiés. On peut se faire des amitiés au lycée, dans la famille, les cousins, les cousines, etc. Mais les amitiés dans le scoutisme, c'est quelque chose de spécial, parce qu'on a toutes la même loi, la même promesse. On s'est tous engagés pour la même chose. Et puis, il y avait les cheftaines, qui étaient un petit peu plus proches que nos parents, tout au moins qui nous apportaient une autre vision des adultes. Et les éclaireuses, les amis qu'on pouvait se faire à l'école, au lycée ou n'importe où ailleurs, c'était aussi différent. Et j'ai encore actuellement, alors que j'ai 104 ans, je connais encore plusieurs, 2, 3, 4, 5, 6, je ne sais pas combien, filles qui ont été aux éclaireuses avec moi et qui sont proches de 100 ans. Il y en a une qui a 99 ans, et les autres ont dépassé 100 ans. Et je pense qu'il y en a 2 que j'ai perdu de vue. Je ne sais pas si elles sont décédées ou pas. Mais enfin, c'est assez extraordinaire. Elles ont été éclaireuses dans le même groupe que moi. Je peux imaginer tout ce qu'il y a ailleurs. Il faut que je m'arrête. Bravo.